Bonjour, dans cette séance du cours de la mécanique du solide, on va traiter donc quatre points, à savoir donc la matrice d'inertie, le torseur cinétique, le torseur dynamique et l'énergie cinétique. Donc d'abord on va définir la matrice d'inertie. On a déjà vu dans la séance précédente l'opérateur d'inertie. Donc l'opérateur d'inertie est un opérateur qui est symétrique et linéaire. Alors, on peut lui associer une matrice. Donc, on peut trouver une matrice MAS, dite matrice d'inertie, telle que l'opérateur d'inertie est égal M scalaire U. Donc, la question posée, comment on va déterminer les éléments de cette matrice? Donc, pour cela, on va considérer un solide S en mouvement dans un repère orthonormé OIJK. La matrice d'inertie du solide S au point O dans la base IJK peut s'écrire sous la forme MOS IXX IXY XZ YX YY YZ IZX IXY EZZ dans la base IJK est égal à moins F moins E moins FB moins D moins E moins D moins C dans la base IJK. Donc il y a deux notations, soit la notation I, IX, XX, etc., ou la notation ABCDEF. Mais il faut faire attention qu'on fait toujours le calcul par rapport à une base. Donc ce n'est pas un calcul général, toujours c'est un calcul par rapport à une base donnée. Donc les éléments diagonaux IX, IY, IZ ou ABC s'appellent les moments d'inertie. Donc la matrice, les éléments non diagonaux, IX, Y, IXZ, etc., s'appellent les produits d'inertie. Il faut il faut noter aussi que la matrice d'inertie, c'est une matrice, comme on l'a déjà dit, c'est une matrice symétrique. Donc IXY est égal IYX, IXZ est égal IZX, YZ est égal IZY. Donc voir les détails au polycopie, que A est égal à XX est égal à l'intégrale de Y carré plus Z carré d de M. Donc c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie par rapport à OI. La même chose pour le B est égal Y est égal à l'intégrale de X carré plus Z carré d de M. Donc c'est le moment d'inertie par rapport à OG. La même chose pour C. Donc IZZ est égal à l'intégrale de X carré plus Y carré d de M. C'est le moment d'inertie par rapport à l'axe O. Donc, il faut faire attention qu'il y a une différence. Donc, il y a un moins. Donc, D est égal à moins YZ est égal à l'intégrale de Y de Z, D de M. C'est le moment d'inertie par rapport aux axes OI, OG, OK. Donc, sinon, YZ est égal à moins YZ. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, les signes lors du calcul. Donc, de la même façon, E est égal à l'intégrale de XZ, D de M. C'est le moment d'inertie par rapport aux axes OI et OK. E aussi pour F. Donc, comme ici on l'intégrale, on fait l'intégrale sur un terme positif. Donc, A, B, C sont toujours positifs ou nuls. On ne peut pas trouver A, B, C ou IX, Y, Y ou Z, ils sont négatifs. Donc, si vous allez trouver dans un exercice donné, que A, B et C ou C est négatif, il faut revoir vos calculs. Par contre, D, E et F peuvent être soit positifs, soit négatifs ou nuls. Donc, une relation, on va faire la somme de A plus B, on va trouver C plus l'intégrale de Z carré d de F. Donc, c'est trivial. Donc, on a vu le moment d'inertie, les moments d'inertie par rapport aux axes, le moment d'inertie par rapport à un point, il est défini. Par définition, il est donné, le moment d'inertie par rapport au point A du solide S est égal à l'intégrale de M appartient à S de AM au carré d de M. Donc, si on fait le calcul par rapport à O dans un repère ORJK, on va remplacer A par O, elle va nous donner l'intégrale de OM carré d de M. On va remplacer la norme OM carré, elle va nous donner X carré plus Y carré plus Z carré. Donc, c'est qu'on va donner 1 demi A plus B plus C, c'est-à-dire, c'est la même chose, 1 demi X, X plus Y, Y plus IZ, Z. Donc, cette matrice d'inertie, en général, on ne fait pas tous les calculs. En général, ils seront, on profite des symétries, de la symétrie matérielle.
Bien sûr, dans le cas des systèmes homogènes, donc la symétrie matérielle est la même chose, donc la symétrie géométrique implique la symétrie matérielle, donc automatiquement. Et dans ce cas, donc c'est au cas, donc c'est un axe de symétrie matérielle, donc c'est le cas de ce disque qui a un axe de symétrie matérielle, alors D de E est égal à E est égal à 0. Pourquoi donc D est égal à E est égal à 0? Pour la simple raison, on a une symétrie par rapport au Z, au K, donc les éléments positifs, donc il y a la même superficie positive, les éléments qui ont dans la partie positive sont les mêmes, donc ils ont une symétrie dans la partie négative. Donc il y aura une compensation au niveau de l'intégrale au niveau de Z, donc au niveau de Z, on aura donc cette compensation va donner donc D est égal à 0. La même chose pour E. Donc, ce raisonnement pour OK, donc il est le même pour le cas de OI ou OG. Sauf, donc, il faut faire attention qu'il y a donc de la compensation des éléments. Par exemple, si on a le OI, donc si on a le OI, donc on va raisonner sur X, et on aura le E et le F qui sont nuls. Si on a le OG, donc on aura le D et le F qui sont nuls. Le deuxième cas, si on a OIG, donc c'est un plan de symétrie matérielle, alors D est égal à E est égal à 0. C'est le cas c'est le cas de ce cube. Elle possède donc un plan de symétrie et dans ce cas, donc D est égal, donc on aura donc les éléments. Donc pourquoi donc on aura donc les éléments par rapport à ce plan, donc soit pour OG, soit pour OI, qui sont nuls, donc automatiquement donc un plan qui sont nuls et dans ce cas donc on aura donc D est égal à E est égal à 0. Donc c'est au cas donc la même chose, donc c'est le même raisonnement donc pour O, I, J, donc pour les autres plans. Donc c'est au cas, c'est un axe de révolution, donc c'est le cas, par exemple, c'est un axe de révolution, donc automatiquement c'est un axe de symétrie. Alors D est égal à 0 est égal à E est égal à F est égal à 0. C'est-à-dire que deux plans, pourquoi donc ces deux plans contenant donc OK est un plan de symétrie matérielle. Donc on aura donc plusieurs, donc on aura euh, toujours une symétrie, donc par rapport à X, par rapport à Y, et un plan donc de symétrie donc qui contient OK. Donc, on passe allez, c'est la première façon de simplifier donc les calculs, c'est de chercher donc les cas de symétrie, soit un plan, soit une révolution, soit un axe, soit un plan, soit un axe de révolution. Dans le deuxième cas, donc on peut donc faire donc simplifier les calculs à partir donc des axes principaux d'inertie. Donc d'abord, on va définir c'est quoi les axes principaux d'inertie. Comme on a dit, donc la matrice d'inertie est une matrice symétrique. Alors, donc, quand vous avez vu donc, les mathématiques, donc, alors cette matrice, il est diagonalisable. Par conséquent, donc, c'est une matrice carrée 3, 3, donc automatiquement diagonalisable, donc elle va posséder trois valeurs réelles. Donc, à ces valeurs propres, donc, on va associer trois vecteurs propres. Ces trois vecteurs propres sont 2 à 2 orthogones. Donc, ces trois vecteurs ils vont se composer ce qu'on appelle une base principale d'inertie. Donc, à ces vecteurs, donc, on peut associer plusieurs repères, qu'on les appelle donc les repères principaux d'inertie, et les axes, donc, s'appellent donc les axes principaux d'inertie. Donc, si on fait donc le calcul, si on va considérer un repère d'inertie avec une origine O, donc dans le repère, donc ce repère, donc à la base, donc le calcul de la matrice d'inertie au point O par rapport à la base principale, donc il est diagonal A, B et C, donc et le reste il est nul. Le E, le F et le G, le E, le F, le D, le E et le F sont nuls. Et le A, les B et le C donc s'appellent donc les moments principaux d'inertie en S de S en O. Il y a des propriétés, donc si E est égal, E et F est égal à 0, donc si et seulement si, donc il y a une équivalence avec OI est un axe principal d'inertie, la même chose pour OG, la même chose pour OK. Donc, tout axe de symétrie matérielle est un axe principal d'inertie, donc c'est une propriété qui est très importante, car il est tellement facile de trouver une symétrie matérielle, c'est la même donc, de la symétrie géométrique dans le cas des systèmes homogènes,
et automatiquement, on va dire que c'est un axe principal d'inertie. Et si c'est un axe principal d'inertie, automatiquement, donc, on pourra dire est-ce que E est égal à F est égal à 0, ou D est égal à F est égal à 0, ou E est égal à D est égal à 0, donc il est tellement facile. Donc il est très important, donc cette propriété 4, tout axe de symétrie matérielle est un axe principal d'inertie, et on va associer donc avec cette propriété 4, on peut utiliser le 1, le 2 ou le 3. Le deuxième point, donc tout axe perpendiculaire à un plan de symétrie matérielle est un axe principal d'inertie. Donc cette propriété est aussi importante car on peut associer à cette propriété 5 les 1 et le 2 et le 3. Donc il y a toujours cette équivalence. La sixième propriété, c'est tout repère qui possède pour élément de symétrie matérielle deux plans de symétrie est un repère principal d'inertie. Donc automatiquement, il possède donc trois axes principaux d'inertie et par conséquent, D est égal à E est égal à F est égal à 0. Et donc la septième propriété, donc tout repère qui possède pour élément de symétrie matérielle deux axes de symétrie matérielle est un repère principal d'inertie. Donc automatiquement, donc, c'est une propriété qui est très importante. Donc, si les trois moments d'inertie, principaux d'inertie sont distincts, A différent de B différent de C, alors il existe un seul repère principal d'inertie. La neuvième propriété, donc si le système possède la symétrie cylindrique, alors il existe une infinité de repères principaux d'inertie ayant en commun cet axe de symétrie cylindrique. Uniquement deux moments donc, principaux d'inertie identiques, donc la même chose pour le cas donc, sphérique, tout axe issu du centre, donc c'est un axe de symétrie matérielle, donc c'est un axe principal d'inertie. Et tout repère ayant le centre de masse comme origine, c'est un repère principal d'inertie. Les trois moments principaux d'inertie sont identiques. Donc ces propriétés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont très importantes dans le calcul, dans la détermination et le calcul de la matrice d'inertie. Elles vont faciliter donc les tâches, elles vont faciliter donc tellement donc les calculs et vous pouvez avoir donc automatiquement donc la structure de votre matrice et le calcul sera tellement simplifié. Donc il y a donc quand vous avez donc sur le polycopie, donc il y a donc on peut démontrer donc deux théorèmes. La première théorème donc ce qu'on appelle le théorème 1 de Cuing. Donc c'est le calcul donc il permet donc la matrice d'inertie au point O du solide S est égale à la matrice du solide S au point G plus la matrice au point O du centre de gravité affecté à la masse M du solide S plus la matrice au point O au centre de gravité affecté à la masse M. Donc, cette propriété donc, à ce théorème, elle permet de faciliter le calcul. En effet, parfois, il est tellement facile de calculer donc, ces deux matrices. Donc, cette matrice et cette matrice. Et automatiquement, on peut faire la somme pour trouver donc, la matrice d'inertie donc, au point O. Donc après, donc, il y a le théorème des gaz. Ce théorème des gaz il permet donc, de calculer donc, le moment d'inertie par rapport à un axe. Donc le moment d'inertie par rapport à un axe delta, donc c'est n'est autre que le moment d'inertie par rapport à un axe delta G passant par G et parallèle à delta, plus mgh carré avec AC, la projection de G sur l'axe delta. Donc en général, donc il suffit de suivre des étapes pour déterminer facilement donc, la matrice d'inertie. D'abord, on met en évidence les symétries. Il est très important de trouver donc, les symétries géométriques, principalement donc, comme les symétries géométriques, qui impliquent automatiquement donc, la symétrie matérielle dans le cas des systèmes homogènes. Décomposer le système en éléments simples, parfois il est tellement difficile d'étudier donc, un système qui est composé, donc on va donc, le décomposer en système simple, sphère, cylindre, cube, disque, ainsi de suite. Choisir une origine, donc le choix de l'origine et les axes de repères permettent de simplifier tellement les calculs. Calculer donc les composants de la matrice d'inertie en tenant compte donc des trois étapes précédentes. Il y a la torsion cinétique. La torsion cinétique, donc on considère donc on va définir donc la torsion cinétique. Donc d'abord on va définir donc deux éléments donc deux quantités, donc à savoir la quantité du mouvement et le moment cinétique en un point. Donc la quantité du mouvement donc du solide S par rapport au paire R,
Donc, il est défini par P de S par rapport à R, c'est par définition l'intégrale sur la vitesse. Bien sûr, cette intégrale est égale à m fois Vg de R, donc il suffit, donc, pour voir donc, cette égalité, donc il suffit de voir V de M de R de S par rapport à R comme D de OM sur dt par rapport à dt, on peut sortir donc l'intégrale, la dérivée à l'extérieur de l'intégrale. Donc on aura donc l'intégrale de m appartient à S de OM. Donc cette intégrale, donc c'est en général c'est OG et on aura donc D de OG, donc automatiquement c'est BG par rapport à R. Bien sûr, si on fait donc le moment d'inertie par rapport à RG est égal à nul, car si on va remplacer ici le R par le RG, donc le G c'est l'origine du repère barycentrique, donc automatiquement donc, sa vitesse est nulle, et par conséquent le continu du moment dans le repère RG est égal à 0, le vecteur nul. Donc on va définir donc le deuxième, le moment cinétique en un point, donc c'est par définition l'intégrale de AM vectoriel V de M, D de M, et on peut démontrer, comme vous allez voir au niveau donc du polycopie et au niveau de l'ETD, que G de S par rapport à R est égal à sigma de G de S par rapport à RG. C'est-à-dire que le moment cinétique du centre de masse, donc, il est indépendant du repère de calcul. Aussi, on a donc le sigma de G de S par rapport à SG est égal à sigma de P de S par rapport à RG est égal à sigma de S de S par rapport à RG. Et dans ce cas, c'est-à-dire que le moment d'inertie calculé dans le repère barycentrique, il est indépendant du point où on fait les calculs. Donc, cette propriété elle est tellement intéressante, car dans le repère barycentrique, on peut faire le calcul dans n'importe quel point. Donc, le moment cinétique il est antisymétrique, donc automatiquement, donc, sigma de O est égal, donc on peut démontrer, donc sigma de O est égal à sigma A, donc c'est la relation de l'antisymétrie. Donc, on peut déduire, donc si on va remplacer par B, on peut faire un simple calcul de définir donc cette égalité. Donc, cette antisymétrie, donc on peut démontrer, donc on peut faire après un certain calcul que vous pouvez trouver donc sur le polycopie, donc le théorème de Coning 2, ou là, le théorème de Coning du moment cinétique. Donc, sigma de S par rapport à G est égal à sigma de G de S par rapport à RG plus MAG vectoriel VG. Donc ce théorème, donc le théorème de Coning, elle permet, donc tous les théorèmes de Coning, elles permettent de faciliter les calculs en faisant le calcul dans le repère barycentrique ou par rapport au centre d'inertie, ainsi de suite. Le moment d'inertie par rapport à un axe, on peut le définir comme tout simplement, donc c'est un scalaire, c'est U. Donc si on considère un delta, un axe delta passant par A et de vecteur unitaire U, alors donc le sigma, donc le moment d'inertie par rapport à l'axe delta, est égal au vecteur unitaire U scalaire, donc le moment cinétique du solide S au point A par rapport, dans son moment par rapport au repère R. Donc, comme on a déjà défini, donc comme on a déjà défini, donc dans le cas général des tenseurs, dans l'étude générale des tenseurs, on peut définir donc le tenseur cinématique comme les deux quantités, donc avec les deux éléments de réduction, la quantité du moment et le moment cinétique. Donc, sachant bien sûr que le moment cinétique est antisymétrique. Aussi, on peut définir donc le tenseur dynamique à partir donc de la même façon, on peut définir donc le tenseur cinétique en définissant d'une façon similaire ce qu'on appelle la quantité d'accélération. La quantité d'accélération, par définition, c'est une intégrale par rapport, donc, c'est une intégrale donc, par rapport donc, le gamma, l'accélération, gamma m par rapport à r d de m, donc gamma g d de r, donc tout simplement on remplace la vitesse par l'accélération. La même chose, donc au lieu d'avoir le moment cinétique en un point, donc on va définir le moment dynamique en un point, donc en remplaçant donc la vitesse par l'accélération, et on aura donc de la même façon, donc le moment dynamique il est indépendant du point si on fait les calculs dans le repère RG, et on a donc le moment dynamique au point G, il est indépendant du repère, on fait le calcul. Donc, de la même façon, donc, le moment dynamique, il est antisymétrique. Et on aura donc, après un calcul pour trouver donc, les similaires au moment cinétique, on peut trouver donc, la théorème de Coning K3, ou là, ce qu'on appelle donc le théorème de Coning du moment dynamique. Delta A de S par rapport à R est égal à delta G de S par rapport à G plus MAG vectoriel gamma de G par rapport à R. Donc, la relation entre le moment dynamique et le moment cinétique,
D de sigma A de S par rapport à R sur dt par rapport à R est égal à D. Donc, il y a une relation. Donc la dérivée du moment cinétique est égale le moment dynamique plus la quantité du moment vectoriel, la vitesse de A par rapport à R. Donc, il faut pas, donc il y a toujours donc cette quantité. Donc, il y a pas mal des étudiants des étudiants qui commettent des erreurs au niveau des examens. Donc, automatiquement, ils utilisent donc l'équation d de sigma est égal à delta, alors, en ignorant, donc, en éliminant donc cette quantité. Cette quantité, donc, ce produit vectoriel, elle n'est pas nulle quand on des cas particuliers, à savoir, le A est égal à G. Dans ce cas, donc, on aura donc ce produit vectoriel V de G scalaire V de A est égal à 0, car V de A est égal à V de G, où A est égal à fixe, il est fixe dans R, et dans ce cas, la vitesse de A par rapport à R est égale à vecteur nul et 0. Et soit le G est égal à fixe dans R, et dans ce cas, le VG est égal à 0. Donc, cette écriture n'est pas valable quand dans les cas particuliers suivants. Il y a le moment dynamique par rapport à un max. On peut le définir, donc c'est tout simplement comme le moment cinétique. Donc, c'est un scalaire, donc U scalaire delta A de S par rapport à R. Et on peut définir donc automatiquement le tenseur dynamique par les deux éléments de réduction, à savoir la quantité d'accélération et le moment dynamique. Donc, pour finir, on définit donc l'énergie cinétique du solide S dans ce mouvement par rapport au repère R par l'intégrale, donc 1 demi de l'intégrale de V au carré de M par rapport à R d de R. Donc, on peut démontrer, donc voir le polycopie, que le théorème de Cuing de l'énergie cinétique, ou le théorème 4 de Cuing, qui dit que l'énergie cinétique de S par rapport à R n'est autre que l'énergie cinétique de S par rapport à RG plus 1 demi mv au carré de G de 1. Donc, et je répète, donc avant de terminer, donc je répète que les théorèmes de Cuing permettent le théorème de Cuing 4, le théorème de Cuing 3, donc ici le R, le RG, ici le R, le RG, le théorème de Cuing 2, le R et le RG, le théorème de Cuing 1, donc le O et le G. Donc, il permet toujours donc, de faciliter le calcul en faisant le calcul dans le repère barycentrique et en utilisant le théorème pour avoir donc, le calcul dans un repère quelconque, donc 1. Donc, ainsi, donc, on termine cette séance. Donc, et à la prochaine.